Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass Deep Tech, comment créer une innovation de rupture, avec Evan Carvela, le cofondateur et CEO de Shipyron. Je vais commencer tout d'abord par présenter très rapidement notre asso Start in Saclay. Euh, cet événement, il a toute sa pertinence pour ce qui est notre association parce on est Start in Saclay, c'est-à-dire qu'on est sur le campus, on est sur les campus du plateau de Saclay, qui, comme vous le savez, il a un pôle assez important d'innovation technologique et scientifique, et avec pas mal de campus. Et nous, on est là pour aider les jeunes entrepreneurs à se lancer. Et donc concrètement, donc voilà, on a trois missions principales: de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant, connecter les acteurs entre eux, donc les startups, les jeunes entrepreneurs et les acteurs institutionnels privés, et mettre en lumière voilà, tout cet écosystème. Et c'est très important parce qu'il y a vraiment plein d'acteurs. Et donc nous, on organise plein d'événements chaque année, et on est vraiment, on n'est que des étudiants d'écoles du plateau de Saclay, d'universités entre Paris et Saclay, et l'Université Paris-Saclay, bien sûr. Et on n'est que des bénévoles, bien sûr, on fait ça parce qu'on est passionné par ça. Voilà, donc on a différents pôles, et d'ailleurs, on est en recrutement, notamment pour les pôles événementiels et communication. Donc, il y a plein d'écoles qu'on représente et avec qui on travaille, plein de campus, des incubateurs, bien sûr. Sur le plateau Saclay, il y a tout un tas d'incubateurs, et on y reviendra là pour parler des soutiens qui existent pour les startups, et de la particularité des soutiens pour les startups deep tech en particulier. Donc, on est soutenu par des structures publiques, principalement l'agglomération, le Pépite Peps, Paris-Saclay, ça c'est important. Et voilà, et donc on collabore avec des tas d'acteurs, notamment des incubateurs, notamment Entrepreneur First, et par lequel est passé Shipyron, la startup d'Evan. Et c'est grâce au bootcamp de l'an dernier, donc au bootcamp qu'on organise entre Start in Saclay et Entrepreneur First, que j'ai pu découvrir Evan et Shipyron. Et aujourd'hui, là, on a lancé officiellement, le bootcamp s'est officiellement lancé pour celui de cette année. Donc, voilà, on a des tas d'événements, des Saclay Pitch Night, Startup Idol, des choses qui permettent aux étudiants de tester leur pitch devant de potentiels investisseurs, mentors, et pour trouver de potentiels cofondateurs aussi. Networking, c'est très important pour nous, et c'est ça qu'on essaye vraiment de maximiser. Donc, on a des workshops aussi, des after-work, tout ça, et bien sûr des masterclass comme celle qu'on a maintenant. Et on a un nouveau pôle Startup Support pour aider donc ceux qui sont en train de se lancer avec ce qu'ils ont, qui ne sont pas encore incubés, et qui ont besoin d'un peu de soutien, peut-être d'être réguliers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on recrute, comme je l'ai dit. Voilà, on est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Alors, avec ça, donc on va se lancer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai découvert Shipyron et Evan grâce au bootcamp. Et donc, avant de présenter peut-être Shipyron et ta vision de la deep tech, je pense que je donnais une petite définition pour tout le monde de la deep tech, qui est ce passage en fait du laboratoire au marché à travers une technologie de rupture, une innovation de rupture. Et c'est quelque chose, donc, c'est une forme d'entrepreneuriat assez spécifique. Et c'est pour ça qu'on voulait faire un événement vraiment pour ça. Et du coup voilà, Shipyron, c'est la startup qu'a lancé Evan, qui vise à démocratiser l'IRM. J'ai pu voir cette belle mission qui est de le rendre accessible à toute l'humanité. Et donc Evan, dis-nous-en un petit peu plus. Quand est-ce que tu as lancé ça, et pourquoi? Ouais, bien sûr. Donc, alors effectivement, ouais, la genèse de Chipiron, avant de parler plus précisément de ce qu'on fait et du problème qu'on cherche à résoudre. Alors, donc moi, j'ai eu l'opportunité, pas très longtemps après être sorti d'école, j'ai fait une école d'ingénieur, une école centrale. Donc, ça m'a donné un background d'ingénieur, une bonne culture scientifique,
sans être spécialement un expert de quoi que ce soit. Si j'avais une compétence qui était quand même prédominante par rapport aux autres, c'était autour de tout ce qui a trait à la data, à l'intelligence artificielle, ce genre de choses. C'est des problématiques que je connais et comprends bien. J'ai travaillé un petit peu en tant que data scientist juste un an en sortie d'école et juste après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une cohorte d'entrepreneurs first qui a été vraiment, pour le coup, déterminante dans l'issue de Chipiron, pour le coup. Donc, je suis rentré entrepreneur first. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours lancé des business sur le côté, pas spécialement deep tech, vraiment juste essayer de résoudre un problème pour un client et d'essayer de scaler ça autant que possible. En gros, c'était un petit peu ça le but. Mais j'avais pas de compétences techniques suffisantes, en tout cas à mes yeux. Jusqu'à présent, il y a jamais eu une innovation technologique que je comprenais parfaitement, sur laquelle j'avais la sensation qu'elle pouvait résoudre vraiment un problème massif, etc. Ce qui est chouette à Entrepreneur First, c'est que, donc en gros, le concept, c'est que 2 fois par an, dans plusieurs villes du monde, il y a plusieurs antennes, mais parlons de celle de Paris, 2 fois par an, il y a une promotion d'une soixantaine, entre 50, 60 personnes qui sont réunies avec des profils différents. Il y a 3 profils majeurs. Il y a des gens qui sont très techniques, des gens qui sont très experts d'un domaine et des gens qui ont juste une super chat, quoi, en gros, une très bonne énergie, une capacité à galvaniser les foules et à créer l'adhésion, quoi. Voilà, donc il y a un petit peu ces catégories. Et puis, il y a des gens qui sont un petit peu entre 2 de ces catégories. Voilà. En gros, c'est une soixantaine de personnes qui répondent à ce genre de profil et qui ont toutes en commun d'avoir l'ambition de créer une startup maintenant. Donc, c'est quand même des conditions qui sont très difficiles à reproduire dans la réalité. Donc, pour ça, je trouve que c'est une super opportunité et que si on a envie d'entreprendre, c'est un super deal en fait de rentrer à IF. Sans mentionner le fait que d'ailleurs, on est très coaché, rémunéré, etc. pendant les 3 mois du programme. Et notre seul travail, c'est de se lier avec les autres, de voir avec qui on s'entend bien pour créer un projet et le plus rapidement possible de se rendre compte si ça va quelque part et après 3 mois, passer devant un comité d'investissement qui décide si c'est suffisamment solide pour qu'ils investissent dans la startup. Voilà, le deal d'IF, c'est ça. Quand on rentre à IF, du coup, on peut se permettre de rêver à des projets beaucoup plus ambitieux que ceux qu'on peut imaginer seul. Très peu de personnes, en vérité, arrivent à IF avec une idée extrêmement précise de ce qu'ils veulent faire et qui trouvent un cofondateur parfait qui correspond parfaitement à ce problème-là. Et ensuite, ils roulent. Voilà, ça arrive évidemment, mais très souvent, en vérité, les problèmes eux-mêmes jaillissent du duo en fait qui se forme et c'est avant tout une aventure humaine. Ça a été mon cas. Du coup, à Entrepreneur First, je suis tombé d'amitié avec Dimitri Labat, qui est devenu mon cofondateur. Il fait partie de ces gens qui se sont rencontrés le tout premier jour et qui nous sommes jamais séparés. On a travaillé sur plusieurs projets ensemble. Parce qu'au début, en fait, on avait quelques petites idées. Dimitri en avait une qu'on a explorée, voilà, dans tout ce qui était la prescription de médicaments pour les personnes en état dépressif, par exemple. On a exploré quelques petites idées comme ça qui correspondaient à aucune de nos expertises. Juste, en fait, c'était des idées qu'il avait avant IF et on n'avait pas, voilà, on explorait ça. Et en fait, au bout de 3-4 semaines, alors il s'avère que notre cohorte a commencé en avril 2020, même en mars 2020, c'est-à-dire juste au moment du confinement. Donc, ça a été quand même une période hyper particulière, surtout pour démarrer un projet entrepreneurial. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se base un peu plus sur nos expertises propres, sur nos edges, ça m'appelle Entrepreneur First, c'est-à-dire vraiment nos compétences propres, nos avantages, un peu nos unfair advantages, quoi, en termes de compétences. Et en fait, de nous deux, c'est Dimitri qui avait l'expertise la plus profonde, puisqu'il est, lui, PhD en physique de la matière condensée. Donc, en fait, il avait de l'expertise notamment sur quelques matériaux supraconducteurs, quelques dispositifs à base de matériaux supraconducteurs. Et en fait, en parlant avec lui, il a commencé à mentionner quelques industries qui en gros, utilisaient son expertise très concrètement. Et il commence à me parler d'IRM. Et en fait, là, ça a tiqué immédiatement, puisque donc toute ma famille est dans le milieu médical, mes parents sont infirmiers, voilà. Donc, j'étais un peu le mouton noir avant de démarrer Chipiron à ne pas travailler dans le milieu médical. Et en fait, en étant entrepreneur dans l'âme et ayant toute une famille dans le milieu médical, j'ai été particulièrement sensibilisé et attentif aux problématiques inhérentes au milieu de la santé. Il y en a plusieurs qui me tenaient à cœur, dont une qui est le manque d'accessibilité à l'IRM. Alors, pour vous dresser un tout petit panorama, 70% du monde n'a pas accès à l'IRM et 90% des IRM sont concentrés dans les pays très développés. Et même au sein de ces pays très développés, très peu en ont un nombre suffisant. Alors, il n'y a pas vraiment d'indicateurs très précis, mais on peut considérer vraiment un minimum pour considérer qu'il y a une couverture sociale suffisante en termes d'IRM, c'est 15 IRM par 1 million d'habitants, ce qui est très peu quand même quand on y pense. La France, on est à peine à ça. Et donc, même dans ces pays très développés, c'est pas facile d'avoir accès à l'IRM.
Et en fait, ça, c'est un problème puisque l'IRM, c'est la meilleure technique d'imagerie médicale, puisque c'est celle qui apporte le plus d'informations très quantitatives. C'est des images en 3D avec une résolution énorme et c'est complètement inoffensif pour le patient, contrairement à la radiographie ou au scanner, qui en fait sont ionisants, quoi qu'on en dise. Donc, l'IRM a énormément de supériorité, dans peut-être 90% des cas, c'est une stat que j'invente un peu, mais voilà, c'est grosso modo ce genre d'ordre de grandeur. Dans 90% des cas, si on pouvait, on ferait une IRM en première intention. Même pour des choses très contre-intuitives, comme par exemple de la traumato, quand on se blesse quelque part, qu'on s'est peut-être fêlé un os, des choses comme ça, en fait, il vaudrait bien mieux faire une IRM pour voir l'œdème que de faire une radiographie qui ne sert pas à grand-chose, qu'on va juste chercher la fracture brutale, et si elle n'est pas là, en fait, il n'y a pas vraiment d'information. Donc l'IRM, c'est merveilleux, c'est génial, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y a pas assez accès? Parce qu'en fait, c'est drastiquement plus cher que les autres modalités d'imagerie. Il faut compter environ 2 millions d'euros pour une machine IRM sur sa durée de vie. Mais en fait, ce qui est surtout très très lourd, c'est les installations qu'il faut mettre en place. Alors une machine IRM, ça pèse 5 tonnes. Il faut en général péter le sol d'un hôpital pour pouvoir pour pouvoir le reconstruire d'une façon suffisamment solide pour qu'il puisse supporter le poids de la machine. Il faut construire une cheminée qui va à l'extérieur, qui part de la machine, qui va vers l'extérieur, parce qu'en fait, dans la machine IRM, il y a un gros aimant supraconducteur qui baigne dans 1500 litres d'hélium liquide. L'hélium liquide, à tout moment, s'il y a une panne d'électricité, il se dilate et donc en fait, c'est un hélium gazeux. Il y a une explosion brutale et donc il faut un canal d'évacuation. Il faut une installation électrique qui supporte le genre de tension qu'il faut pour balancer des champs magnétiques aussi intenses à travers ces aimants supraconducteurs. Bref, il y a énormément de complications autour, sans parler du fait que les machines tombent en panne à peu près une fois par mois. C'est lié à la manière dont elles fonctionnent, en fait, des très grosses variations de champs magnétiques qui induisent des forces de Foucault à l'intérieur de la machine qui en fait finissent par dégrader son fonctionnement et donc il faut un opérateur qui vienne les réparer très fréquemment. D'ailleurs, la maintenance fait partie du package quand on achète une machine IRM. C'est obligatoire parce qu'elle arrivera inévitablement plusieurs fois durant la vie de la machine. Donc, il y a énormément de complexité comme ça autour de l'installation, de l'opération. Je n'ai pas dit aussi qu'il faut une pièce de blindé magnétiquement autour de l'appareil pour se prémunir en fait des champs magnétiques à l'extérieur qui sont émis par la machine. C'est un bordel sans nom. Le truc, c'est que tous ces problèmes, ils sont tous liés, ils ont tous la même racine, c'est qu'en fait, on utilise des champs magnétiques très intenses. Et pour les générer, il faut des très gros aimants supraconducteurs qui, je le disais, baignent dans l'hélium liquide. Si on pouvait retirer les gros aimants supraconducteurs, c'est-à-dire si on arrivait à faire une expérience d'IRM même à très bas champ magnétique, et ben en fait, on résoudrait tous les problèmes d'un coup. On retirerait la source des problèmes et du coup, on aurait des machines IRM, c'est-à-dire encore une fois la meilleure technique d'imagerie médicale, celle qui apporte le plus de pouvoir de diagnostic. On aurait une telle machine petite, légère, pas chère, portable, qu'on pourrait mettre dans une ambulance, qu'on pourrait brancher au secteur. Enfin bref, on peut tout imaginer. Ça devient presque compliqué de le croire, et pourtant c'est la réalité. Et donc il y a une branche de la physique des supraconducteurs qui essaye de créer ce genre de machine. Et pourquoi est-ce que c'est la physique des supraconducteurs qui s'intéresse à ça? Parce que pour faire une expérience avec un très faible champ, c'est-à-dire avec très peu de signal, en vérité. Si ça vous intéresse, je pourrais entrer un petit peu plus dans le détail, mais je pense pas que ce soit nécessaire sur comment fonctionne une expérience d'IRM. Toujours est-il qu'on se retrouve à faire l'expérience avec très peu de signal, et donc il faut des détecteurs qui soient suffisamment sensibles pour réussir, malgré tout, à capturer ce très faible signal. Et il y a quasiment que des détecteurs quantiques qui permettent ça. C'est comme ça que Dimitri connaissait ce genre de choses, et donc voilà, tout s'est connecté, et on s'est dit bingo, regardons, parlons à tous les scientifiques de l'IRM en France, demandons-leur quel est l'état de l'art, quels sont les domaines d'intérêt aujourd'hui ou les axes de recherche sur l'IRM, en particulier sur l'IRM très bas champ. Voilà, essayons de comprendre qu'est-ce qui a été fait, pourquoi est-ce que aujourd'hui ces machines n'existent pas, pourquoi est-ce que les images sont pas assez bonnes, parce qu'il y a déjà du coup des prototypes qui ont été obtenus et des images qui ont été obtenues, mais pas d'une qualité suffisante. C'est juste très enthousiasmant, mais on n'en est pas du tout encore à des applications cliniques. Pourquoi? Est-ce qu'on peut aller plus loin sur certains axes d'innovation, etc. Et Dimitri a, en quelques semaines, trouvé une liste de choses qui paraissaient très pertinentes à essayer nous-mêmes en laboratoire et qui, d'après lui, nous permettraient d'aller 3, 4, 5, 6 crans plus loin que ce qui a déjà été fait. Et c'est comme ça que Chipiron a commencé. Et on a été suffisamment convaincants pour réussir à passer le comité d'investissement d'Entrepreneur First et avoir un investissement de leur part. Et derrière, après, l'aventure a continué. On a refait une levée de fonds, on a un laboratoire, on a mis en place l'expérience, on a démarré tous les tests, on a recruté 5 personnes. Et là, maintenant, on est en train de finaliser la création du détecteur quantique très innovant que Dimitri a inventé. Et on devrait avoir nos premières images à la fin de l'année. Énorme, énorme. Donc ça y est, vous l'avez. Donc c'est fou. Donc vous êtes passé quand même du stade où vous testiez n'importe quelle idée. D'un seul coup, il y a eu cette révélation
Ouais, avec l'expertise de Dimitri et toi, exactement. ta sensibilité personnelle à la question. Et, Exactement. et donc, il y a quelque chose quand même, pour revenir à, à la spécificité de l'entrepreneuriat deep tech. Est-ce que, j'imagine que quand vous étiez à IF, Entrepreneur First, eh ben, on vous a parlé quand même voilà, de tous les risques qui sont, on dit, accrus avec la deep tech. C'est-à-dire que dans la deep tech, eh ben, on a bien sûr, il y a le risque en fait de la recherche et développement, de ne pas arriver à trouver ce qu'on veut. Et il y a le risque du product market fit, c'est-à-dire que vous devez non seulement développer une technologie, et trouver un besoin dans le marché, et voire même parfois créer un marché, quoi. Et donc, est-ce que ça a été, j'imagine que vous avez dû beaucoup en débattre, parce que vous avez essayé d'autres choses. Toi, historiquement, c'était pas d'ailleurs ta première aventure entrepreneuriale, tu avais déjà une petite Ouais. expérience quand même. Et du coup, deux questions. Déjà, premièrement, pour revenir à toi, ta propre expérience, est-ce que tu recommanderais ou est-ce que tu vois dans ton entourage des gens qui se lancent directement dans la deep tech sans avoir aucune expérience entrepreneuriale avant? Est-ce que toi, tu recommanderais ça? Je pense qu'effectivement, il n'y a pas du tout de contre-indication. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de règle de manière générale. Je pense qu'avoir une expérience entrepreneuriale avant avec un degré de complexité en moins, effectivement, sert beaucoup, que les choses soient claires. Mhm. Mais c'est pas déterminant non plus. D'accord. Et effectivement, l'entrepreneuriat deep tech a cette particularité où sur l'entrepreneuriat classique, le but, c'est de très, très, très rapidement comprendre qui est son client, qu'est-ce qu'il veut, Ouais. et est-ce que je suis capable de lui fournir une solution suffisamment bonne qui le satisfasse suffisamment pour qu'il paye mon service. Et après, moi, derrière, je dois me débrouiller pour essayer d'optimiser toute la chaîne de valeur pour faire en sorte que 1 euro mis en entrée de ma grosse machine qui est mon entreprise sorte strictement plus qu'1 euro en sortie et idéalement en décorrélant ça de mon temps. Voilà, donc ça, c'est un peu le but de l'entrepreneuriat classique. En deep tech, on va plus partir d'une innovation technologique avec une idée de produit, une idée de client, une idée de marché, mais qui en fait vont même pas peut-être être les finaux pour plusieurs raisons. La première, c'est que tant que j'ai pas mon produit, en fait, les gens se figurent, quoi qu'ils disent, les gens ne se figurent pas vraiment le produit. Tu vois, par exemple, moi, je parle à des radiologues, etc. Donc, on pourra parler plus tard de ce que c'est mon rapport à mes clients, à mon marché, etc. Mais je vois bien que la plupart d'entre eux comprennent pas, n'y croient pas vraiment, n'arrivent pas à s'imaginer les usages. Donc, c'est à moi aussi d'avoir une part de confiance, en fait, dans le fait que… Ouais, dis-moi. Encore aujourd'hui, même quand il y a un acteur assez important auquel Alors, je voulais venir après, mais donc, ouais, bien sûr. ouais, toujours aujourd'hui. En fait, il y a une grande quantité de radiologues qui nous suivent, sont extrêmement enthousiastes, etc. Mais quand tu regardes en proportion sur l'ensemble des radiologues, et donc je pense aussi au radiologue qui est au fin fond de la Creuse et qui en fait, lui, touche Ouais. pas ou peu d'IRM, et en tout cas a été entraîné à l'ancienne, etc. On lui dit, écoute, demain, va falloir que tu fasses de l'imagerie sur des IRM de peut-être d'une qualité moins bonne, mais en tout cas beaucoup plus accessible, beaucoup moins cher, etc. Il y en a certains qui ont un peu du mal et qui disent, bah non, pourquoi est-ce que je ferais ça? Je préfère Ouais. faire une IRM, par bref. Ouais. Donc, même certains clients peuvent encore ne pas être complètement convaincus, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu. Il faut vraiment garder en tête que les gens sont assez mauvais pour se figurer et se projeter dans une réalité différente. Et Mais ça, donc, c'est normal. et donc j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que c'est quand même une philosophie assez particulière. Moi, je pensais, enfin, j'ai beaucoup entendu l'idée qui est de dire que, euh, comme on dit, le client a toujours raison. Il faut toujours être. La façon d'être le plus à l'écoute du marché, c'est vraiment d'avoir, voilà, de connaître chaque petit sentiment de chaque client, là, cette frustration de ce radiologue au fin fond de la Creuse là, qui va vouloir rester avec ses images de qualité. Et du coup, toi, tu auras une vision et plutôt que de te dire non, je vais écouter quand même, enfin, je vais me dire que voilà, il y en aura trop des gens qui auront qui vont pas accepter cette vision, je vais continuer, je vais forcer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un point de rupture à un moment entre une vision extrêmement solide et rigide, voilà, mais dont tu es vraiment convaincu? On pourrait imaginer une sorte, je sais pas, là, une vision. On peut prendre l'exemple très connu d'Elon Musk, quoi, qui avait sa vision de la voiture électrique. Euh, tout, tout le monde lui disait que ça ne marcherait pas et au final, ça finit par marcher. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Ou est-ce que, parce que j'entends beaucoup dire qu'en fait, non, ça, c'est des grands clichés, mais au final,
c'est plus qu'une vision très rigide, il faut être extrêmement flexible et toujours rebondir selon le feedback des utilisateurs de son marché. C'est des très bonnes questions, hein. Et moi, j'ai des réponses à ça. Moi, j'aime bien cette citation d'Henry Ford qui dit: si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui courent plus vite. Donc ça, faut le garder en tête. Des Et je chevaux pense, qui courent plus vite? bah oui, voilà, plutôt que la voiture, quoi, parce Ouais. que les gens pouvaient pas se le figurer, etc. Mhm. Je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que la seule façon, et effectivement, il faut être extrêmement à l'écoute de son marché, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que dans la vie, c'est toujours le cas, mais dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus concret. Tout concourt à te bullshitter. Toi, tu te bullshit, tu veux pas voir la réalité en face, en tout cas, tu la vois à travers ton filtre. Les gens en face de toi veulent pas te blesser, etc. Donc, tout concourt à te bullshitter, etc. Donc, voilà, tu peux même réussir à lever de l'argent près de la BPI, des choses comme ça, qui te donnent la sensation que tu es une startup, tu vois, qui a un peu de traction commerciale et qui a de l'argent sur la. Donc, bref, tout concourt comme ça. Donc voilà, il faut être très, 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 très à l'écoute de son marché, mais il faut vraiment garder à l'esprit aussi que, au final, le seul véritable retour que peut faire ton marché, c'est le jour où tu as un prototype, un vrai produit à lui mettre entre les mains, à lui demander son avis, à essayer de l'interviewer, à essayer de creuser, de gratter, etc. Tu peux avoir des insights qui peuvent, toi, te permettre de forger une confiance, une conviction, mais il n'y aura rien de tel jamais que de mettre le produit entre les mains de ton Ça. utilisateur et voir comment il s'en sert. Donc pour Et ça, quand tu as des temps de développement longs dans la deep tech, tu es obligé d'avoir une conviction et d'accepter l'incertitude pendant un certain temps. Maintenant, tout est une ouais. question de danse avec ton utilisateur. C'est vraiment de la danse. C'est comme tout dans la vie. Il n'y a pas de tout noir ou tout blanc. Il ne faut pas être complètement rigide. Il ne faut pas non plus être complètement flexible parce que sinon tu peux perdre courage. Tu peux partir dans des directions qui en fait sont pas si intéressantes que ça parce que les gens croient qu'ils veulent quelque chose, mais voilà. Donc, il faut quand même avoir une vision, être convaincu, vraiment avoir une conviction que tu te fais grâce au marché, grâce à tous ces micro-signaux que tu entends partout, que tu constates. Et à partir de là, eh ben, go, et tu pars dans le lab et tu fais ton produit et pour pouvoir mettre un truc entre les mains de ton utilisateur. Et selon son feedback, t'itères. Et donc concrètement, là, tant que tu n'as pas ton proof of concept, Ouais. ce qui est une période assez longue, comme je l'ai dit dans la deep tech, eh ben, tu dirais qu'en pratique, tu te reposes essentiellement sur ta vision et tu vas essayer tu vas mettre des boules caisses pour le marché. En gros, c'est ça que tu veux dire. Si on veut être réaliste. Si on veut être réaliste, ce que je pense que je fais, alors déjà, il faut quand même atteindre une masse critique, entre guillemets, d'utilisateurs qui sont très enthousiastes à Ouais, l'idée de ce que tu proposes, ça c'est clair. d'accord. Et je dirais qu'en fait, il faut s'entourer que des gens qui sont enthousiastes. Faut avoir une conviction que l'idée est bonne parce que tu Mhm. comprends, tu te fais vraiment un modèle de la réalité. Tu vois, moi, je me fais un modèle de la réalité de l'imagerie médicale, etc. Comment ça fonctionne, comment ça interagit, qu'est-ce qu'un radiologue il veut voir, pourquoi est-ce qu'un médecin recommande une IRM ou une technique d'imagerie médicale, à quoi ça sert. Et à partir de là, je vois quels sont les freins par rapport à l'IRM, qui est la meilleure technique, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus diffusée. Je comprends que la source des problèmes, c'est les aimants. Je me dis, bingo, on va faire une IRM qui est complètement accessible. Je sais que la qualité d'image va être plus basse. Notre boulot en R&D, ça va être de faire en sorte qu'elle soit le moins basse possible comparé aux IRM actuels. Et ma conviction, c'est que à partir d'une certaine qualité critique d'image, au-delà, eh ben, ça sera assez pour certaines pathologies. Et d'ailleurs, enfin, tous les radiologues qui m'entourent, que j'ai vraiment proche de moi, eux sont vraiment des aficionados de cette vision-là. Peut-être que vraiment, il y a trop de pathologies pour lesquelles on bénéficierait énormément de l'IRM. Rien qu'un truc bête. Les gens qui sont en réanimation. Aujourd'hui, il faut savoir que quelqu'un qui est en réanimation, donc c'est les gens qui ont le plus besoin c'est les gens qui sont dans les situations les plus critiques à l'hôpital, les gens en réa. En réa, l'IRM prend tout son sens, évidemment. On se dit que monitorer quelqu'un qui est dans un état critique, voir ce qui se passe à l'intérieur de son corps, a priori, c'est pas une trop mauvaise idée. Bon, il faut savoir que les services de réa sont jamais proches, pour plein de raisons, sont jamais proches des services d'IRM, ou en tout cas très rarement. Et donc, quand on déplace quelqu'un pour l'amener à l'IRM, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et dans les hôpitaux parisiens qui ont des structures extravagantes parce qu'on est européen et que du coup, en fait, tous les bâtiments sont intriqués les uns dans les autres et que les villes sont faites construire de manière itérative, etc. C'est pas des grandes lignes droites et des ascenseurs et machin, c'est toujours des trucs machin un petit peu torsadés, voilà. Il faut en moyenne entre 1 heure et 2 heures pour amener un patient de sa chambre de réa à l'IRM. Ok. Il faut avoir au minimum 2 médecins, pas 2 brancardiers, 2 médecins qui soient 100% sur la tâche de transporter le patient, monitorer toutes les vitales, s'assurer que tout se passe bien, machin, voilà, là. Il faut que tout le matériel, les tubes, les appareils, etc., qu'a le patient soit amagnétique pour pouvoir être mis proche de la machine.
quand ils peuvent être mis proche de la machine. Exemple, les respirateurs, toute la crise des respirateurs qu'on a vu pendant le Covid, c'est des appareils en fait qui ont des câbles trop courts et qui du coup empêchent que le patient rentre dans l'IRM. Donc typiquement, il y a des trucs qui même juste discriminent les gens à passer dans l'IRM. Il y a énormément de problèmes. Si les gens ne sont pas endormis, parfois il faut même leur faire une anesthésie générale, ce qui est très lourd. C'est jamais anodin de faire une anesthésie générale. Et malgré tout, dans tout ce délire qui coûte un bras en ressources humaines, financières et machin, en plus voilà, on stoppe le planning de l'IRM du coup pendant tout le temps qu'il faut. Voilà, un énorme bazar. En plus, il y a toujours des gens qui meurent dans ce processus. Oui. C'est jamais anodin de transporter un patient en état critique. Sur des applications comme ça, notre IRM, on peut l'amener au lit du patient. Comment est-ce que ça peut ne pas fonctionner, tu vois, la conviction, elle vient sur les trucs un peu… Tu reviens au premier principe, quoi. Là, j'aimerais quand même rebondir sur… Enfin, venir au fait quand même que ça existe déjà. Donc, j'aimerais aussi que tout le monde réalise et qu'en fait, là, ce dont on parle, c'est déjà c'est un feature qui est déjà là, en fait. Et j'aimerais savoir, en fait, en termes de chronologie, si vous le saviez déjà. Je situe pas bien le moment où tu avais cette conviction et en même temps, tu avais ce matelas de sécurité de savoir que voilà, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, en fait, il y a chez Piron, on peut le dire, un grand concurrent qui est Hyperfine, qui est une startup fondée par il est milliardaire c'est milliardaire, c'est ça, un milliardaire qui a eu déjà beaucoup innové dans en biotechnologie et en miniaturisant toutes sortes de solutions, et il a voulu miniaturiser l'IRM et il a réussi. Et donc voilà, ils ont un IRM portable qu'ils sont en train de tester aux États-Unis dans différents hôpitaux déjà, donc ils ont un proof of concept. Et même en fait un MVP, ils sont déjà en train de le commercialiser, si je me trompe pas. Ah mais plus effectivement, ils ont la clearance, ils ont la clearance, donc ils ont l'autorisation de la FDA de commercialisation. Donc ils sont au-delà, ils sont en phase d'industrialisation, de commercialisation, de déploiement. Ouais, c'est ça. Je vois souvent des vidéos encore. Ce qui est remarquable, c'est que leurs vidéos ont juste quelques milliers de vues. C'est rien du tout, alors que c'est véritablement une révolution médicale. Ouais. Et donc voilà. Donc dans la deep tech, parfois on n'a pas cette assurance qu'il y a un marché, que c'est possible. Parfois, donc voilà, le risque R&D, ben là il existe encore votre risque R&D puisque c'est quand même une technologie différente. Mais donc parfois il n'y a rien du tout et c'est possible de complètement rater. Là, est-ce que vous aviez dès le départ, vous regardiez le numéro 1, Hyperfine, et ça vous donnait de l'énergie? Vous étiez le challenger. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé? Alors, on a découvert l'existence d'Hyperfine à peu près 1 mois et demi, je pense, après avoir démarré chez Piron, étonnamment. Je pense qu'ils étaient pas mal en stealth mode jusqu'à avoir la clearance de la FDA. Ils ne devaient pas énormément communiquer. Et un jour, je me suis mis à retaper, certainement pas pour la première fois, IRM portable, portable MRI. Et là, je tombe sur Hyperfine. Donc, moi, forcément, là, les mains froides, la goutte, ce genre de moment où tu te dis, putain, en fait, mon projet, il y a juste quelqu'un qui vient de le faire, en fait, et qui l'a fait. Et ça prend 8 ans à faire une telle machine. Et il y a un mec, elle est déjà prête, il est en train de la vendre. Ouais. Donc, voilà. Dimitri, lui, le directeur technique, beaucoup plus la tête sur les épaules à dire, bah, au contraire, c'est une preuve de faisabilité, c'est super signe, ils vont évangéliser le marché, blabla. Ce qui, effectivement, est aujourd'hui la conclusion que j'ai. Donc c'est super. Alors, en étudiant Hyperfine, effectivement, Jonathan Rosberg, le CEO, 6 boîtes, 6 exits, en gros, quasiment toutes à des valos qui entre 100 millions et 1 milliard, quoi. Donc, un mec qui est successful, d'après, je pense, quasiment tous les standards qu'on peut imaginer, en faisant que des trucs dans la medtech, dans la biotech, comme tu l'as très justement dit. Voilà, donc Hyperfine existe, ils ont déjà une machine, ils essaient de la vendre, machin. En creusant, voilà comment est-ce que eux s'y sont pris. Eux ont dit, OK, on veut miniaturiser l'IRM pour la rendre plus accessible, même problème que nous. Comment est-ce qu'on fait? On baisse l'intensité du champ magnétique, c'est ce que je disais, il faut se débarrasser du gros aimant, c'est obligatoire. Derrière, on miniaturise tout le hardware, OK, pour faire une petite machine compacte, on ne change rien niveau hardware, petites innovations incrémentales par-ci par-là. Et on se concentre sur le traitement du signal. Donc, le signal, il arrive bruité. Forcément, comme on a descendu le signal, en fait, comparativement au bruit, le ratio signal à bruit, il est plus grand, parce que le bruit, il n'a pas tant changé que ça. Légèrement, mais pas autant que le signal a diminué. Donc, on se retrouve avec un ratio signal à bruit plus faible, donc il faut le monter. Comment est-ce qu'on fait? On va diminuer le dénominateur. Comment? Artificiellement. Donc, on va artificiellement débruiter
avec des techniques d'IA, des techniques statistiques, pour essayer de faire en sorte qu'à partir d'une image brouillée, on ait une image qui est assez lisse. Voilà comment ils s'y sont pris. Ils ont recruté les meilleurs ingénieurs du monde quasiment pour faire ça, parce ils en avaient les moyens. Les mecs ont injecté 50 millions dans la boîte Day One, quoi, hein. Vraiment, c'est des gens qui ont les moyens. Le CEO, c'est l'investisseur, comme Musk, quoi, en fait. Et en fait, ils arrivent avec cette machine qui fonctionne super bien et tout. Les images qu'ils obtiennent sont impressionnantes avec la technologie qu'ils ont, quoi. Tu te dis, putain, ils ont diminué autant le signal, voilà, ils n'ont pas changé le hardware et pourtant ils ont des images comme ça. Bon, en creusant un peu plus, il y a plusieurs limitations. La première, c'est que leur machine, elle est dédiée à la neurologie, qui est une des applications les plus intéressantes, certes, mais qui limite, en fait, tu prends, en fait, je crois que c'est à peu près 30 à 40% du volume des examens d'IRM, la neuro. Donc, bon, tu laisses plus de la moitié des examens sur le côté. Bon. Voilà, donc première réassurance. Deuxième réassurance, en fait, comprendre que pour les radiologues, la qualité d'image n'est pas assez bonne. Alors, on peut me dire, Evan, tu disais précédemment que c'est normal, il va juste falloir que les radiologues s'habituent, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts. Effectivement, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais ce que je pense, c'est que vu qu'ils ne se sont concentrés que sur le software et qu'ils ont réussi à obtenir de telles images, nous, en nous concentrant sur le hardware, parce que c'est ça depuis le début de notre proposition de valeur, c'est de dire le software ne suffira pas, débruiter artificiellement, ça ne suffira pas. Il faut augmenter le signal capturé en ayant des détecteurs plus sensibles et avoir une électronique moins bruitée pour diminuer. Donc voilà, donc nous, on veut augmenter naturellement avec le capteur le signal qui est capturé, baisser naturellement avec le hardware le bruit capté pour avoir un ratio signal à bruit qui est déjà plus grand en capture. Et derrière, OK, on rajoute de l'IA, on rajoute du software, il n'y a aucun souci, évidemment que ça a sa place, mais on ne va pas faire reposer toute la proposition de valeur là-dessus. Donc c'est évidemment plus risqué parce que il y a le hardware qui est intrinsèquement plus dur que le software, hein, tout est dans le terme, hard versus soft. Il y a le fait que là, on touche des trucs qui sont très, très, très état de l'art sur de la physique quantique vraiment dure. Voilà. Alors que les problématiques software sont très intelligence artificielle, ce qui est quand même résolu depuis plusieurs années. Il y a énormément de choses qui existent, beaucoup de gens qui sont très bons là-dedans, alors que nous, le pool de potentiels collaborateurs est extrêmement faible, évidemment. Donc voilà, donc en fait, pour toutes ces raisons, nous, on s'est dit, OK, nous, en nous y prenant de notre manière, on va avoir des images qui seront de toute façon plus belles. On pense que il y a un seuil de ce que je disais là, une qualité d'image critique qu'il faut atteindre avant que les radiologues puissent s'emparer de la technologie. Et nous, on fait le pari qu'on va l'atteindre avant Hyperframe. En gros, c'est un peu ça. Et on se dit que pendant ce temps, tant mieux, eux ont évangélisé le marché parce qu'il faut de toute manière habituer les radiologues à ça. Donc voilà, donc en ce moment, ils ont un peu du mal à vendre, d'après ce que je comprends. Et donc, ils concentrent leurs efforts sur en fait, évangéliser, faire des investigations cliniques. On le met gratuitement dans des hôpitaux. On voit, OK, il y a la crise du Covid, on va en profiter. Il y a plus de gens en réa, donc en fait, on va fournir gratuitement des machines et en contrepartie, on va prendre des datas, on va mettre des scientifiques sur le coup, ils vont faire des papers, on va publier, machin, on fait des annonces. Voilà, après, ils ont fait une IPO, ça a encore fait du bruit. Enfin voilà, ils font des choses comme ça. Donc voilà comment est-ce qu'on s'est rassuré par rapport à ce que faisait Hyperfine. Et ouais, je parlais ils ont mis à disposition gratuitement leur IRM pendant la crise. Et au tout début, on parlait du fait que voilà, la deep tech, ça peut être une force pour le bien, pour avoir un impact positif. Et est-ce que c'est quelque chose qui a du poids dans le processus de recherche et développement, c'est-à-dire que pour situer, pour que tout le monde sache, Hyperfine, je crois qu'ils vendent leur IRM aux alentours de $30 000. 60 000. Ouais, entre 60 et 100 000. D'accord, entre 60 et 100 000. Pour comparer les IRM actuels qui sont autour 2 millions d'euros. Autour de 2 millions, c'est ça. Donc c'est quand même incroyable. Et ça va permettre évidemment de démocratiser l'IRM, notamment pour les pays les moins riches, qui sont le plus en besoin d'IRM. Exactement. Et vous, c'est votre mission, bien sûr, permettre à toute l'humanité d'avoir accès à l'IRM, mais du coup, votre solution, donc je vois sur le site que ce serait autour de 300 000, c'est ça? Vous n'êtes pas sûr, bien sûr. Honnêtement, il y a deux choses qui rentrent en compte. La première, c'est qu'on n'a même pas fini la machine. Donc, en gros, on a additionné le prix de tous les composants tels qu'on les paye aujourd'hui. Donc, demain, il y aura des choses en interne. Avec l'industrialisation, tu fais du scale, donc forcément, tu réduis les coûts. Et en plus, il y a une vraie stratégie de pricing qui fait que même si tu es capable de produire ta machine à 50 000, peut-être que tu n'as pas intérêt à la vendre 50 000 parce que le marché cherche quelque chose d'un peu plus prestigieux, parce que machin. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui, mais en gros, dans le laboratoire aujourd'hui, on est capable de créer une machine autour de 200 000 euros. En gros, c'est un peu ça l'idée. OK. Et concrètement, si vous faites face au dilemme qui est, voilà, on sait qu'on va pouvoir démocratiser plus facilement
à plus bas prix, tu vois ce que je veux dire, ou bien avoir quelque chose de meilleure qualité, mais plus exclusif. Quel chemin est-ce que vous allez prendre? Est-ce que c'est déjà un chemin, une intersection à laquelle vous êtes déjà arrivé? C'est-à-dire, j'imagine, dans votre recherche et développement, ben, il y a un moment où vous vous êtes dit, voilà, est-ce qu'on va essayer d'augmenter la qualité, mais ce sera quelque chose d'un peu plus exclusif, ou bien vous dites, voilà, on aura un impact on va un peu moins démocratiser, mais ce sera déjà bien, ou bien cette question n'existe pas du tout, puisque de toute façon, la meilleure manière, ce sera celle qui va permettre d'avoir la technologie peut-être la plus précise, et que c'est pas un jeu à somme nulle en fait. Ouais, exactement. Je pense que dans ce dernier cas, je comprends ta question. Pour l'instant, on n'a pas eu à se la poser. On va juste essayer de faire les meilleures images possibles et si on peut aller gratter une qualité supplémentaire, je pense qu'on ira la chercher. Je vois pas pourquoi est-ce que ça coûterait plus cher fondamentalement. Il y aura juste plus d'intelligence mise dans la machine, mais est-ce que ça justifie d'en augmenter le prix? Pas forcément, tu vois. D'accord. Ok. Et ok. Et est-ce que tu penses, pour revenir à l'investissement, qui est quand même l'un des gros freins, on va pas le mentir, à la deep tech aujourd'hui, tu disais qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a un enjeu sociétal, clairement, à investir dans la deep tech, c'est l'une des grosses forces de changement pour les grands enjeux, que ce soit environnementaux ou dans la santé, l'alimentation, l'intelligence artificielle et la fusion nucléaire aussi, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a les gouvernements qui investissent là-dedans, mais pour ce qui est des investisseurs qui sont je ne sais pas si on peut parler du nerf de la guerre, mais qui sont absolument essentiels quand même pour l'entrepreneuriat. Est-ce que tu sens une frilosité de la part de ces investisseurs qui voient bien sûr un temps pour leur retour sur l'investissement qui est beaucoup plus long dans la deep tech que pour une tech classique avec software? Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est vraiment qui rend l'entrepreneuriat deep tech plus difficile que l'entrepreneuriat classique? Alors déjà, je ne ferai pas la dichotomie entre software et hardware pour la deep tech. Je pense que la deep tech appartient tout autant au software qu'au hardware. Disons que quasiment tous les projets de gros hardware bien intensifs, ça va être de la deep tech, là où tous les softwares ne vont pas en être, mais il y a des softwares qui sont tout à fait deep tech. Je pense que, au contraire, faire de la deep tech, c'est un avantage pour lever. En fait, quand tu fais de la deep tech et même de la hard tech, donc disons des problèmes de deep tech qui sont vraiment très durs, et ben en fait, en général, tu as une mission qui est à la hauteur de la difficulté de ton problème. Donc, tu inspires les gens. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'être inspirés. Surtout notre génération, on a besoin de sens, on a besoin de croire en ce qu'on fait. Voilà. Donc, en fait, pour convaincre les gens de bosser avec toi plutôt que de monter leur propre boîte ou d'aller à Google, Facebook, ce genre de choses, en fait, tu as intérêt à avoir une promesse, un sens qui est à la hauteur. Donc, en fait, quand tu fais de la hard tech, en général, c'est plus dur de faire le produit, et c'est plutôt d'atteindre le marché, mais c'est plus simple comparativement de recruter des gens excellents et c'est un peu plus simple d'attirer les bons capitaux. En fait, les investisseurs, ils veulent des billion, voire trillion market. Et ben, en fait, ces marchés-là, s'ils avaient pu être atteints, en fait, ça fait bien 10 ans qu'il y aurait une licorne qui aurait déjà tout bouffé. Donc, ce qui reste, c'est vraiment les problèmes très durs. Et voilà. Et donc, en fait, je pense que, au contraire, la deep tech est un super argument. Maintenant, c'est aux entrepreneurs deep tech et hard tech d'être suffisamment convaincants quand même et de présenter des roadmaps, des avancées, un plan stratégique à la hauteur de la complexité de ce à quoi ils s'attaquent. Le projet est plus dur pour les entrepreneurs. Et à partir du moment où tu commences à vraiment t'emparer du problème et que tu acceptes de faire face à cette complexité, en général, le reste suit pas mal. D'accord. Et ok. Et j'aurais pensé que quand même, quand surtout si t'es pas milliardaire et et si t'as pas beaucoup d'expérience entrepreneuriale, les investisseurs quand même ont moins de choses sur lesquelles se baser pour te faire confiance, et que c'est peut-être l'une des seules choses, les choses les plus importantes. En fait, ils doivent te faire confiance, qu'à chaque étape de ce long chemin dans les deep tech, et ben, tu vas faire les bons choix. Et donc, en fait, tu dirais que voilà, c'est vraiment l'équipe de départ qui fait le tout. Et ok, même si toi, t'as pas d'expérience entrepreneuriale très significative. Et d'ailleurs, toi, tu avais en fait une petite expérience entrepreneuriale, n'empêche.
Voilà, ils ont confiance principalement dans l'idée, dans le projet. Mais tu En vois ce fait, que je veux dire? Tu ouais, recommanderais je vois tout à fait. ouais, Je vois tout à fait l'équipe, ce que tu veux en dire. fait. Je pense que la personne technique doit, elle, être technique et être très forte pour convaincre les Ouais, investisseurs. Genre, tu vois, les profils qu'on voit classiquement, c'est j'ai fait un PhD à Oxford dans ce domaine. Mon laboratoire, c'est le meilleur laboratoire du monde sur ce problème qu'on essaie de résoudre. J'ai bossé, j'ai fait 1 an de postdoc et 1 an dans l'industrie, dans les boîtes les plus pertinentes par rapport aux problèmes qu'on cherche à résoudre. Donc, je suis le meilleur CTO pour ça. Voilà, ça, il faut que tu puisses un petit peu mettre des bullet points extrêmement convaincants pour la personne technique parce qu'il y a un enjeu de produits très techniques dans les projets deep tech. Donc, le CTO, lui, doit avoir quelques credentials qui soient vraiment convaincants. Après, le CEO, honnêtement, c'est vraiment des soft skills qui sont nécessaires et les soft skills, c'est très compliqué de les assess. Donc, il y a un moment où, en fait, à partir du moment où tu as le bagou, où tu es suffisamment confiant, que tu es l'entrepreneuriat, c'est vraiment, il y a un talent, quoi. Tu vois, il y a une manière il y a une violence que les gens ont ou pas en eux. Il y a une capacité à faire des actions dans des gros volumes, une capacité à convaincre, pas avoir peur de se mettre en face de gens qui sont riches, qui sont puissants, etc., de les regarder dans les yeux et de leur parler comme si c'était ton égal et que voilà. Il y a une capacité à comprendre extrêmement rapidement ton marché, même si tu ne le connaissais pas avant, qui va être observé et qui est en fait la seule chose qui compte. Parce qu'en fait, le statique, la position qu'avait le CEO au début du projet, a au final assez peu d'importance comparativement à sa dynamique, donc ouais, sa capacité à apprendre et à accélérer dans ses apprentissages. Et donc ça, tu peux pas à un instant T assess le dynamisme, tu es obligé d'avoir un moment de référence et futur. Donc, et pour vous donner un ordre d'idée très concret par rapport à cette idée-là qui supporte mon argument, c'est que Entrepreneur First a changé sa politique là il y a 1 an. Avant, il prenait tous les gens talentueux qui leur tapaient dans l'œil, machin. Et maintenant, il y a un critère supplémentaire, c'est qu'il faut avoir moins de 5 ans d'expérience. Donc, moins de 5 ans après le master. Sinon, en fait, ils ne prennent pas. Parce que, en fait, leur constat, c'est que parmi les gens qui sont suffisamment bons entrepreneurs, en fait, si tu as les qualités pour être entrepreneur, alors encore une fois, c'est une règle qui ne marche pas à tous les coups. Ils évitent, mhm, enfin, voilà, ils passent à côté de profils merveilleux en faisant ça, mais eux, leur pari, c'est que quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans le salariat, par exemple, en fait, s'il avait ce qu'il fallait au fond de lui pour faire de l'entrepreneuriat tech, il n'aurait pas pu supporter ouais, de ne pas créer une boîte avant. ouais, Donc, en fait, de toute manière, il y a une sorte d'élimination naturelle et ouais, les profils les plus expérimentés voilà, sont pas ouais. forcément les plus pertinents pour faire des projets aussi fous. Ouais, tu peux pas bosser chez McKinsey si tu veux un truc Voilà. révolutionnaire. Ok, Ouais, c'est ça c'est ça. fou, hein. Et donc c'est vraiment en fait, ils cherchent vraiment voilà des profils qui ont ce goût du risque et Ouais, d'accord. Ouais, ouais. exactement. Et donc Ouais. ça c'est quelque chose c'est vraiment de commun à toutes les formes d'entrepreneuriat presque. Et donc la deep tech ne fait pas exception. Et au final, ils cherchent cette équipe qui a soif de risque. Il y a pas tant de particularités que ça pour la deep tech, si ce n'est bien sûr que le CTO doit être un expert, mais donc Ouais, ouais, je pense que juste la seule forme, effectivement, c'est qu'il faut voilà, avoir des gens extrêmement techniques, ouais. forcément, parce que c'est ça tout l'enjeu. Après, je pense que voilà, la seule particularité par rapport à l'entrepreneuriat classique et à la deep tech, c'est que au lieu de partir d'un problème auquel tu penses pouvoir apporter une innovation, le faire mieux que le reste, etc., et avoir cette espèce d'engineering dont je parlais au début de c'est une grosse machine, comment est-ce que je l'optimise pour ensuite bombarder et avoir 1 euro en entrée plus qu'1 euro en sortie et décorer les salles du temps. Là, dans la deep tech, c'est vraiment, OK, j'ai une innovation technologique qui n'a pas forcément d'application sur aucun marché, mais c'est évident que ça peut créer de la valeur quelque part. Donc, je vais adapter cette innovation technologique pour en faire un produit et je vais aller proposer ce produit à un marché. Et si ce marché n'en veut pas, je vais le proposer à un autre. Et si aucun marché ne le veut, eh ben, je vais changer le produit, mais tout en ayant la même innovation technologique au cœur. Là, nous, par exemple, on fait une IRM à partir, en gros, de capteurs SQUID, qui sont des capteurs quantiques. En fait, demain, on peut faire un truc de détection magnétique. On peut faire, Ouais, qui peut fonctionner pour le mining, par exemple. ouais. On peut mesurer. En fait, il y a d'autres applications médicales d'appareils qui n'auraient aucun rapport avec la forme d'une IRM. Ce ne serait pas le même produit. Mais la brique technologique cœur, elle peut être appliquée sur tout un tas d'autres verticales, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vois, oui, Vincent qui dit que Entrepreneur First, Ouais, eux-mêmes ont c'est été vrai, créés ouais, par McKinsey. Et là, bah, ils c'est sont pas clair. très, ils sont un peu ingrats, hein, du coup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, merci Vincent de lancer ça. Là, c'est les dernières 10 minutes. Je vous en prie à tous les participants, si vous avez le moins de questions, allez-y, c'est le moment. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, donc je ne vais pas m'arrêter tant qu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, et du coup, j'aimerais quand même rebondir sur cette relation avec les investisseurs.
euh, quand même, de la même manière qu'on veut comprendre son marché, si on essaie de comprendre les investisseurs, qu'est-ce qui eux, eh ben, quel est, comment dire en anglais, l'incentive, Ouais, la chose qui va leur donner envie d'investir dans une deep tech, alors que le retour d'investissement sur l'investissement, il sera à peu près, si on imagine un retour sur l'investissement voilà, qui soit à peu près identique, mais il y a plus de risques sur la deep tech. Pourquoi ils choisissent la deep tech? Est-ce que est-ce que la seule récompense, ça serait l'idée d'avoir un impact sur la société qui soit plus positif que sur une autre entreprise, c'est ça? je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Je dirais qu'il y en a deux principales. Alors, la première, c'est que, alors déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ça a une durée de vie, quelque chose comme 10 ans en général. Comment est-ce que ça se passe? Le soon-to-be fonds d'investissement et les créateurs de ce fonds d'investissement vont voir des LP, des limited partners, des banques d'affaires, des wealthy individuals, donc des gens qui ont des grosses fortunes personnelles, etc. Et ils essayent de lever de l'argent auprès d'eux. Donc, ils essaient de lever quelque chose comme 100 millions, par exemple, en faisant la promesse, entre guillemets, en tout cas, c'est le contrat, ils sont censés faire un multiple à cet argent dans la durée de vie du fonds. Donc, ça veut dire concrètement, le cas un peu classique, c'est je lève 100 millions et dans 10 ans, je dois en rendre 300. Je dois avoir fait 1 fois 3. Pendant ce temps, je gère l'argent comme je veux et donc mon but, c'est d'investir rapidement mon argent pour qu'il ait le temps de travailler dans plusieurs boîtes et de pouvoir exit entre le moment où j'investis et le moment de la fin de vie du fonds. Il faut qu'à un moment, le fonds puisse sortir, soit en vendant ses parts lors d'un fonds d'investissement qui se fait, voilà, ils sont rachetés les parts se font racheter par un autre fonds qui investit plus tard. Ça peut être lorsque la boîte fait un IPO, donc une entrée en bourse, et là, ils vendent leurs parts, etc. Il faut qu'il y ait une manière de faire un exit. Voilà. Alors, maintenant, il y a deux réponses. La première, c'est un entrepreneur deep tech peut être extrêmement impressionnant, très convaincant, et son problème a l'air a beau être complexe, il y a une probabilité intéressante qu'il est tellement bon qu'en fait, il va péter un marché qui est tellement gigantesque que voilà. Il faut savoir que en fait, les fonds d'investissement savent très bien que les retours sur investissement suivent une mode puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 30 investissements qu'ils vont faire, ils vont peut-être avoir une ou deux licornes qui en fait vont être responsables de 90% du multiple qu'ils vont rendre à leurs propres investisseurs. Et les autres boîtes vont avoir fait voilà, soit il y en a certaines qui sont mortes, voilà, peut-être pour un tiers, un autre tiers, en fait, ils n'ont jamais relevé de tour parce qu'en fait, ils n'ont pas trop réussi à faire plus de traction que ça, etc. Donc, en général, voilà, ils cherchent à avoir la pépite. Il faut qu'il y ait les pépites qui vont être responsables du retour sur investissement du fonds. Un investisseur deep tech, suffisamment fou, suffisamment excellent, peut en fait, au final, le problème doit être complexe, être cette pépite-là. Donc, il y a quand même cet attrait-là. Le deuxième attrait, c'est qu'aussi, un fonds d'investissement, en fait, eux, ils se battent aussi pour avoir l'argent des LP, des limited partners. Et il faut bien qu'ils aient des arguments supplémentaires. Et les gens étant de plus en plus sensibles aux problématiques à impact, et ben en fait, un fonds d'investissement peut se distinguer en promettant au LP que, en plus du multiple, et ben, ce sera que des projets impact qui suivent une certaine direction, etc. Voilà, l'environnement, j'en sais rien, la médecine, des choses comme ça. Et en fait, voilà, ça peut être un argument pour lever de l'argent auprès de LP. Donc en fait, pour cette raison-là aussi, ils peuvent se tourner vers l'entrepreneuriat plus deep tech, plus impact. Voilà, je pense que c'est ça les deux raisons principales. D'accord, super. Il y a des questions dans le chat là. Une question de Ariès sur l'investissement du comité EF. Mm-hmm. Et sur quel range ils sont à peu près? Si tu peux y Alors, répondre. ouais, donc alors ça, tu le signes à ton arrivée à IF. En gros, c'est ça le deal pour eux, c'est ils investissent dans 60 personnes, ils les forment, ils prennent 3 mois à fond et ils les rémunèrent. Donc, tu es payé à peu près 2 000 € par mois pendant que tu es IF. Et derrière, ils ont le droit d'acheter, alors il y a quelques subtilités contractuelles, mais en gros, ils ont le droit d'investir 100 000 $ à une valeur d'1 million au bout de 3 mois, au moment du comité d'investissement. Donc, c'est ça qu'ils investissent. Et après, derrière, ils se réservent le droit de réinvestir sur les tours suivants, des choses comme ça. Mais le deal pour lequel tu rentres à IF, c'est celui-là. Donc, c'est pour tout le monde le même deal, 100 000 100K dollars à une valeur d'1 million. Ok. Et ouais, je rebondirai là-dessus après si on a le temps. Mais donc, nouvelle question de, de Vincent sur ton âge, toute ta biographie, ta taille, ton poids, si possible. Non, juste l'âge Ouais, je vois tout ça. et le salaire. Ok, super. Ouais, donc moi j'ai 27 ans. Quelle formation initiale? J'ai fait Centrale Marseille. Voilà. Et est-ce qu'on arrive à se payer correctement? Oui, à partir avec la levée de fonds, on se paye bien, donc plutôt dans le bas de ta fourchette de voire bien. Mais quand même, donc effectivement content. Donc en fait, ça correspond à peu près au salaire moyen plus que j'aurais eu en sortie de cette école. Et à la prochaine levée de fonds, on se paiera encore mieux. En gros,
les upgrades en tant qu'entrepreneur, tu les prends surtout à partir du moment où tu as un déblocage, soit en termes de levée de fonds, soit en termes de vente auprès de clients, parce que là, tu fais ce que tu veux, parce que ça y est, tu sais générer de l'argent. Mais voilà, en gros, c'est un petit peu les moments où tu fais des upgrades, c'est au lever, donc ça sera encore mieux à la prochaine. Mais oui, je pense que c'est important de savoir bien se payer sans pour autant que ça mette la boîte en danger, évidemment. Pour moi, en tout cas, c'était une des priorités. Il y a une question assez technique de Nastasia, si tu pouvais y répondre en peu de temps, bien sûr, parce que ça peut prendre du temps, ça. Ouais, bien sûr. Donc, en tout cas, Mirof, non, Nastasia, je ne sais pas quel est le prénom, j'avoue. Je crois que c'est Nastasia, je suis confus. Je pense que c'est Nastasia. Désolé, Nastasia. Super. Donc, oui, du coup, pour rentrer plus dans le détail, je t'inviterai à lire notre white paper sur notre site web. Donc, on a une partie qui s'appelle Science and Tech. Et tu scrolles un tout petit peu, il y a un gros bouton qui écrit Read our white paper. Donc là, tu auras toutes les informations que tu veux. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est que se fixe la contrainte de baisser le champ magnétique pour pouvoir avoir une IRM miniature, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir une IRM miniature. Et derrière, il faut essayer de remonter le ratio signal à bruit. Et donc, en gros, on peut s'y prendre de plusieurs manières. Les axes principaux de développement étant, il faut des antennes drastiquement plus sensibles que les antennes Faraday qu'on connaît dans les IRM actuelles. Nous, c'est notre principal pan d'étude. Après, tu fais des algorithmes, mais aussi des installations hardware qui servent de magnetic shielding, donc des trucs qui essayent de cancel, d'annuler le bruit électromagnétique qui pourrait venir perturber l'expérience d'une manière passive, donc avec un matériau, ou active avec des algorithmes. Et après, derrière, tu vas avec des algorithmes aussi essayer d'augmenter a posteriori la qualité de l'image. En gros, c'est un petit peu ça les trois axes. Et en fait, il y a des gens qui arrivent déjà à faire des images qui sont assez stupéfiantes. Voilà pour une réponse. Super. Bah, écoute, avec plaisir, Anastasia. Et contacte-moi si tu veux en parler plus en détail sur LinkedIn, c'est avec plaisir. Et je vois que Pierre demande combien est-ce que Chipiron a levé au total et quand a lieu la prochaine. On a levé en juin, en juin 2021. Alors d'abord avec IF, c'est en juillet 2020. Après, on a eu un petit peu d'argent avec la BPI. On a relevé une bourse French Tech Émergence, plus précisément, juste après dans la continuité. Et en juin, on a levé pour un peu plus de 800 000 à ce stade. Derrière, on a relevé encore un peu plus de 200 000. Donc, tu vois, ça fait plus d'1 million. Et derrière, la BPI est en train de rajouter, donc on ne sait pas encore exactement combien, mais entre 500 et 800 pour être assez large en plus. Voilà. Donc Benjamin, la prochaine levée de fonds, ça sera en fin d'année, si on a bien la qualité d'image qu'on souhaite. C'était ça un peu la promesse, la milestone sur laquelle on a levé déjà notre tour précédent, dire on va faire des images meilleures que tout ce qui a été fait dans l'état de l'art. Espérons qu'on ait ces images. On a toutes les raisons de croire qu'évidemment ce sera le cas, mais ça reste encore hyper challengeant. Et une fois qu'on aura ces images-là, on fera un tour plus massif. On cherchera à lever quelque chose comme 6-7 millions, je pense, pour vraiment faire une vraie machine qu'on peut mettre dans un hôpital, démarrer la réglementation, ce genre de choses. Et super. Et Benjamin, du coup, le temps d'acquisition des images, est-ce que ça diffère de l'IRM classique? Alors, faut savoir que le temps d'examen, effectivement, c'est le nerf de la guerre à l'hôpital, parce que plus l'examen est long, plus le patient peut bouger statistiquement et donc venir perturber l'image qui a été faite, mais aussi pour des raisons purement financières et aussi tout simplement de workflow patient. Vraiment, il faut l'éviter le plus possible. Il faut savoir que le temps d'examen d'une IRM, c'est environ 15 minutes à peu près en moyenne. Donc, ça fait quand même du temps par patient. Tu n'en passes que 4 par heure. Si tu peux déjà faire x2, en fait, tu doubles la rentabilité de l'IRM. Donc, il y a vraiment un ROI qui est directement lié à la vitesse des examens. Donc, tout intérêt, les manufactureurs actuels ont tout intérêt à faire des examens qui soient très rapides. Ça a donc été l'effort trivial de R&D qui a été fait pendant ces 20 dernières années par les 3 gros constructeurs qui se battent le marché. Et donc voilà. Donc, nous, évidemment, on est obligé de nous rapprocher de ces standards cliniques pour atteindre l'adoption parce que les radiologues sont habitués à ça et que ça ne va pas du tout le faire si nos examens sont beaucoup plus longs. Maintenant, voilà, on est quand même rationnel sur le fait que ça a été le résultat d'énormément d'efforts de la part des constructeurs actuels pour atteindre ces temps d'examen. Donc, on va le faire le plus possible. C'est un trade-off. Plus les examens sont courts, moins bonne est la qualité d'image. Plus on fait des examens longs, plus on augmente statistiquement la qualité de l'image. Donc, il va y avoir un compromis à trouver, mais en tout cas, on va essayer effectivement de se rapprocher de ces standards cliniques en termes de temps d'examen. Super. Merci beaucoup Evan, et merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Et je vais rajouter un petit mot. C'était franchement de qualité les interactions et tout, donc merci beaucoup, c'était hyper agréable. C'est super. Je rajoute un petit mot parce qu'on va mettre ça sur YouTube. Donc pour tous ceux qui découvrent ça sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour à nous dire si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez plus de contenu sur la deep tech.
et peut-être qu'un jour, on aura l'honneur de voir Chipiron, une révolution avec Chipiron, quoi. Avec plaisir. Déjà, moi, je sens que c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire d'assister à cette révolution médicale, puisqu'on peut voir qu'elle existe d'un point de vue technologique, et ouais, c'est vraiment un truc de fou. Donc, bravo, Evan, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, donc, merci pour toutes ces informations et Avec pour plaisir, cette franchement. inspiration. Bah, super, bravo pour l'initiative, bravo pour le travail. Et avec plaisir, si jamais vous voulez interagir sur LinkedIn, n'hésitez surtout pas, ou par mail. Mon mail, c'est evan@chipiron.co. Voilà, si jamais vous avez envie ce sera toujours avec plaisir pour échanger.